temps, parce que c'est ce que je pense, mais en même temps, je pense qu'il y a aussi un biais, parce que un autre biais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi où il y a des espaces gérés, où il y a des acteurs, je dirais, qu'on a une meilleure connaissance de ce qui se passe, hein, des écosystèmes et des inventaires d'espèces, etc., etc. Donc, ça introduit un biais aussi, parce que du coup, c'est là aussi où on aura tendance à instaurer des protections, ou etc. Donc, donc, je crois qu'il y a un peu, cet élément-là introduit un biais aussi. Il y a Marc Didier. Oui, Didier Olivry au parc de Camargue. Moi, j'ai voté orange et j'avais déjà demandé dans les ateliers qu'on fasse apparaître effectivement ces espaces naturels protégés, quels qu'ils soient, plutôt comme une exigence particulière. C'est-à-dire qu'on les mentionne notamment dans la carte finale pour dire que là, on attend encore plus d'efforts que partout ailleurs sur le territoire. Donc c'était plutôt pour un renvoi d'ascenseur en considérant que là, et ça rejoint la première question qui a été posée tout à l'heure, on y met des moyens publics et on peut en retour en attendre un effort supplémentaire en termes de maintien des connectivités. Donc c'est plutôt dans ce sens que je le vois, donc plutôt comme une invitation, plutôt que comme un état de fait, puisque je vois bien que pour ce qui concerne le parc de Camargue, mais c'est vrai dans d'autres parcs, on a beaucoup d'efforts à faire en termes de continuité. Ce n'est pas parce que ce territoire bénéficie d'un classement qu'il y a bien sûr une continuité donc, irréprochable partout, et il y a beaucoup de travaux à faire. Mais justement, on pense que c'est justement là où il faudrait y mettre l'accent. Donc c'est plutôt à ce titre-là que j'ai voté orange. Ok. D'ailleurs, ça permet de souligner qu'il n'y a pas intégré systématiquement, il y a juste intégré dans le sens de prise en compte de ce qui se passe sur ce territoire. Oui. Rouge. Oui, donc, Monsieur Jacobi, je suis représentant ici de la LPO PACA. Et il est vrai que je suis assez étonné par la représentation du blanc sur la carte. En fait, pour moi, le blanc, c'est aussi un réservoir de biodiversité, ce qui veut dire que, et en particulier pour des espèces parfois considérées comme communes, bon, il y a les grandes espèces patrimoniales protégées dans les parcs en particulier, mais certaines espèces communes présentes dans des territoires qui, a priori, sont anodins, ne semblent pas trop pris en compte dans ces cartes. Alors, bien sûr, il y a les parcs, il y a les parcs nationaux, il y a les arrêtés de biotopes, etc., où on protège particulièrement, où il y a une gestion, etc. Mais je pense qu'il faudrait enfin s'occuper aussi de zones, et que ces zones rentrent également dans les trames. Alors là, je pense que vous faites allusion aux zones blanches qui sont, ah oui, le blanc sur les cartes, qui sont issues des cartes qui ont été présentées. Il faut savoir que ces zones blanches ont été réduites dans la superficie. Mais il en reste encore beaucoup, en particulier des zones agricoles qui peuvent être véritables réservoirs de biodiversité. Au fur et à mesure des étapes. Alors je pense, il y a d'autres questions qui peut-être qui renverront, mais je pense que ça nécessitera un débat très particulier. Si les questions ne nous emmènent pas, on y reviendra à la fin sur ces fameuses zones blanches qui posent beaucoup de questions. Oui, alors sur la question, protégeons ce qui doit être encore protégé, c'est-à-dire que les réservoirs de biodiversité représentés par tout ce qui est réglementaire, les parcs, etc., très bien, mais il faut sortir de là. Hein, et c'est pour ça que j'ai voté bleu, en fait. Hein. J'ai voté bleu parce que je pense qu'il y a des réservoirs de biodiversité qui ne seront pas pris en compte, sinon. Très bien, merci pour le témoignage. Oui. Je suis Laetitia Berthier-Flandin, je travaille à la direction de l'urbanisme et du foncier à la communauté urbaine de Marseille. Personnellement, ça me paraissait difficile de voter bleu, puisque ça aurait été nier d'une certaine manière l'intérêt du travail dans ces ateliers. Donc ça me paraît important d'apporter l'effort qui est fait à travers ces ateliers, de l'apport complémentaire des acteurs locaux. Donc j'ai voté orange. Notamment du fait que si la dimension écologique constitue l'ossature de la trame verte et bleue à construire, à maintenir, à préserver, à travers les espaces inclus dans le vote orange en quelque sorte, c'est aussi prendre en compte la multifonctionnalité de la trame verte et bleue actuelle et de celle qui est à maintenir et à construire. Ok, merci. Oui, Jean. Oui, Jean-Jalbert Tourduvala. J'ai voté bleu et un peu comme tu l'as dit, en scientifique de base, il me semble que si on veut avoir un schéma de cohérence écologique qui soit fonctionnel, il faut être au plus près de la fonctionnalité précisément et pas confondre ce qui est un statut réglementaire ou un statut de protection quel qu'il soit et la fonctionnalité réelle des espaces. Donc pour moi, il faut d'abord s'en limiter à la réalité de la fonctionnalité, c'est-à-dire ce qui est en bleu, enfin, la réalité de la présence des espèces et des habitats et des espèces inféodées à ces habitats.
Ceci dit, je prends la remarque de Didier, c'est-à-dire que pour moi, il ne faut pas cumuler les deux, mais les superposer en les différenciant. C'est-à-dire qu'avoir une apposition des espaces protégés comme espace d'exigence particulière me semble importante, mais ne pas les mettre dans la même couleur. On a deux notions tout à fait différentes, une notion fonctionnelle et une notion de statut ensuite. Ok, est-ce que Raphaël, tu veux réagir là-dessus ou... Ah pardon, David, vas-y. Oui, moi je suis un petit peu, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai voté jaune, donc exactement le contraire. Ah, présente-toi avant pour que... David Tresmontant, Office national des forêts. Pour bien distinguer l'aspect scientifique qui fait qu'on devrait voter bleu si on était purement dans une action scientifique, et l'aspect politique ou institutionnel. Et je crois que de toute façon on est bien obligé de mener les deux réflexions à la fois. La réflexion scientifique, ça oblige à déterminer les réservoirs biologiques tels qu'ils sont, ou tels qu'on est capable aujourd'hui de les déterminer. Et ensuite, il y a l'adaptation à l'aménagement du territoire, et puis aux institutions et à la politique. Et là, il me semble que déjà se caler pour les réservoirs sur ce qui existe, c'est bien, et que c'est plutôt sur les corridors qu'il faudra faire l'essentiel du travail. Bien. Merci. Donc, est-ce que Raphaël, tu as une réaction, un regard, ou tu veux qu'on passe à la question d'après? Moi, sur ce point de vue-là, je pense que on est typiquement dans une situation d'hybridation, et donc si on entend bien, évidemment, scientifiquement, si on avait la connaissance, évidemment, qu'il faudrait démarrer par faire abstraction de tout statut de conservation et de regarder strictement les fonctionnalités écologiques, sauf qu'à ce jour, la science, entre guillemets, en tout cas celle que je connais très peu de choses, où les incertitudes sont telles qu'il faut les partager et les prendre en charge. Il y en a une partie qui est prise en charge dans cet hémicycle ou à travers les ateliers qui ont précédé, et puis il y a une autre partie qui est prise en charge à travers les espaces qui sont déjà protégés et institués. Et donc je pense qu'il ne faut pas opposer les méthodes, mais très clairement insister sur le fait que la méthode scientifique seule ne résoudra rien sur cette histoire, puisqu'on est trop en situation d'inconnaissance, de méconnaissance, en tout cas à très court terme. Et puis l'autre élément, se concentrer uniquement, à contrario, uniquement sur les aires strictement protégées, c'est méconnaître complètement l'histoire de la protection de la nature et des critères qui nous ont conduits à définir des périmètres d'aires protégées, surtout un peu moins vrai aujourd'hui, mais surtout par le passé. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas perdre de point de vue la dimension historique. Et enfin, concernant la fameuse matrice, pour réagir par rapport à notre collègue de la LPO, effectivement, les espaces intermédiaires sont systématiquement sous-évalués à travers simplement le modèle tâche-corridor-matrice. Et on a beau essayer de réfléchir, le simple fait de se concentrer sur la mise en réseau et sur les connectivités écologiques fait passer au deuxième rang tous les enjeux qu'il y a dans la matrice. Et donc, je pense que les réservoirs de biodiversité sont largement présents dans la matrice. Ça dépend des approches. Je vois en Languedoc-Roussillon, c'est les SNIEF qui sont utilisés avec toutes les limites qu'on leur connaît en termes de portée à connaissance et de recueil de l'information. Mais on aboutit, donc là, ce qui aurait pu être intéressant et qui pourrait être intéressant là pour le coup scientifiquement, ça aurait été de comparer la sensibilité des différentes approches plutôt qu'une entrée par agrégation basée sur des polygones d'occupation du sol, où là la fonctionnalité disparaît totalement. C'était plutôt de travailler sur les SNIEF de type 1 et les SNIEF de type 2 qui, elles, intègrent quand même une idée, même à dire d'experts, de la dimension paysagère. Ça aurait pu être intéressant de comparer les deux résultats, mais pour cela, je sais qu'il faut des moyens. Voilà. Ok, merci. Des moyens, on n'en manque pas, à part des moyens matériels. Il y avait, pardon, il y avait ne se prononce pas. Je n'avais pas vu. Oui. Oui. Donc ça va. Donc considérez qu'à chaque question, il y a la possibilité de voter blanc. Au niveau de la question 3 maintenant.
Le SRCE est un outil qui a vocation à favoriser le maintien ou le développement de la biodiversité en luttant contre la fragmentation des milieux. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est avant tout sur la fonctionnalité des espaces que l'attention semble être attirée, dans une vision plus dynamique que statistique. Bon, là, il était prévu un petit témoignage de Richard Bonnet, mais Richard a dû partir parce qu'il commence à avoir un petit peu de neige chez lui. Il avait averti qu'il devait partir tôt. Donc on va avancer, de toute façon, les notions ont été avancées. Alors, selon vous, le SRCE doit être un outil prioritairement axé sur la reconstruction de zones altérées, menacées ou en voie de destruction des continuités. Ou alors, le SRCE doit être un outil prioritairement qui permette d'agir localement, au quotidien, dans chaque acte d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, en intégrant la biodiversité et ses fonctionnalités. Ou alors, le SRCE doit être un outil prioritairement axé sur une politique réglementaire de protection des espaces naturels, créant une coulée verte autour des espaces urbanisés. On le relit tranquillement en répondant par rapport en intégrant aussi la faisabilité dans les réponses que l'on propose. Donc c'est prioritairement, on axe sur la reconstruction des zones altérées, menacées ou en voie de destruction de continuité. Bon. Donc on focalise sur la notion, vraiment, on met en application très, très, très basique la notion de corridor réservoir. Soit on élargit, et on intègre ça dans chaque sorte, on intègre le principe dans dans tous les documents d'urbanisme. Et troisièmement, on essaye de glisser du vert, en gros, là où on peut. Et bien sûr, vous avez la possibilité de mettre blanc si vous pensez qu'aucune de ces propositions ne vous satisfait. Alors, si vous pouvez tous voter en même temps, s'il vous plaît. Alors, il y a majorité de orange, comme vous pouvez s'y attendre. Il y a quelques jaunes, très peu de bleus et très peu de blancs. Et en priorité, j'aimerais bien que les blancs puissent expliquer et puissent nous dire sur quoi le SRCE pourrait être prioritairement basé. Est-ce qu'il y a un blanc qui veut s'exprimer? Ou alors tout est dit dans le blanc? Donc alors, si... oui. Non, en fait, moi personnellement, j'ai voté blanc parce que j'aurais voté orange à la base, mais le localement m'a fait peur. Je me suis dit que ça allait être trop précis et je sais pas. Donc du coup, j'ai voté blanc par rapport à ça. J'étais entre le bleu, l'orange, je savais pas trop. Donc en fait, c'est ça. C'est surtout parce que je savais pas. Donc localement, renvoyé à une échelle de l'ordre du PLU ou du SCOT. Ouais. Il faut vous présenter. Pardon. Julie Bogossian, de l'agence d'urbanisme de Toulon. Okay, merci. Oui. Oui, Gérard Brun, Chambre régionale d'agriculture. J'ai voté blanc par rapport, on arrive là, on est un peu dans l'incompréhension cet après-midi, et je peux vous dire qu'on plane carrément dans vos trucs, parce que nous, ce qu'on veut avoir au niveau de l'agriculture, c'est les conséquences de ce que ça peut avoir. Il faut nous expliquer, vous êtes dans des termes techniques, on n'est pas habitué à avoir ces discussions comme ça dans ces réunions, donc il y a des questions qui sont posées et qu'on ne peut pas y répondre. La biodiversité, on n'y est pas opposé, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui est la réglementation, vous avez bien dit au départ que c'était réglementaire, aujourd'hui on est dans la crainte, parce que jusqu'à présent, de ce qu'on a vu par le passé sur le reste, cette réglementation, on n'en peut plus. Les chambres d'agriculture, je peux vous dire, du bassin RMC, ont toutes voté contre le ZAJ. Donc aujourd'hui, on le subit. La SRCE, s'il faudra le subir, on le subira. Et je vous dis, aujourd'hui, on est dans la crainte. Il faudra être beaucoup plus explicite. En étant responsable professionnel, j'ai des fois du mal à comprendre. Alors imaginez, quand vous allez rencontrer des agriculteurs sur le terrain, comment je vais leur parler du SRCE. Pour eux, c'est à des années-lumière. Alors il faut bien comprendre qu'il faudra bien y aller sur le terrain et expliquer d'une façon beaucoup plus pragmatique. Alors,
Je ne vais peut-être pas répondre directement parce que ce n'est pas moi qui suis impliqué. Ceci dit, j'ai rencontré déjà beaucoup d'agriculteurs avec qui on a très bien parlé du SRCE et avec qui on a partagé complètement les enjeux autour du SRCE. Alors peut-être qu'on ne fréquente pas les mêmes agriculteurs, ils en fréquentaient beaucoup plus que moi, mais généralement quand on explique les enjeux qui sont liés derrière à la prise en compte de la biodiversité, l'agriculteur le comprend très bien. Il y a très peu d'agriculteurs que vous avez rencontrés au mois de juin et au mois de juillet. Vous avez rencontré pas mal de techniciens. Mais les agriculteurs au mois de juillet... Je ne parle pas des ateliers, je parle... Non, il y a des ateliers. Moi, je vous parle de mon quotidien. Je vous dis des ateliers, vous rencontrez des agriculteurs. Quand on parle beaucoup plus terre à terre, on est capable de comprendre. Quand on parle beaucoup plus scientifique, on est moins capable de comprendre. Bon, ben je ne sais pas. Là, je préférerais parce que j'ai un point de vue... J'ai un point de vue qui est personnel et je ne voudrais pas pourrir l'ambiance par rapport à un point de vue personnel et je ne suis pas là pour faire passer un point de vue personnel. Ouais. Je pense que Yves va pouvoir peut-être m'aider à répondre, mais simplement, d'où l'enjeu de ce matin, hein, sur le séminaire aussi dédié aux élus. Mais ce n'est pas pour avoir des langages différents, mais c'est vraiment pour partager les enjeux qui ne sont pas en opposabilité, mais vraiment en complémentarité, parce qu'en effet, l'agriculture fait partie de la biodiversité et sans... l'histoire de l'agriculture et l'aménagement, quel qu'il soit, hein, même pour réparer ou pour faire un autre modèle de développement, vous êtes complètement intégrés. Hein. Donc je pense qu'il y a déjà eu une rencontre, mais là aussi, je vous avoue, technique, hein, organisée par la DRAF, au niveau de la DRAF et de l'ADREAL, et des services techniques. Je pense qu'en effet, il faudra, on l'a souligné, moi je souhaite qu'elle soit mise en œuvre, une rencontre entre des élus, on va dire de proximité, des élus locaux, des agriculteurs et bien sûr toute une organisation pour démontrer la pertinence de ces outils qui sont simplement au service de la conservation aussi, notamment des terres agricoles. Yves. Donc Yves Goïc, président du Parc naturel régional du Queyras et agriculteur. Et moi je tiens vraiment à remercier l'intervention de M. Brun, parce que c'est... Pour établir un partenariat, il faut dire les choses clairement dès le début. Et je crois qu'il a très bien exprimé le malaise du monde agricole aujourd'hui face aux problèmes qui se posent quand on discute d'écologie, de biodiversité et autres. Et moi, je trouve remarquable son intervention. Et je crois que c'est le début de bonnes bases pour se mettre à travailler ensemble. Et vraiment, je le remercie. Voilà. Mais ceci dit, après, ça veut dire que quelle phase on propose de rencontrer directement Non, mais ce qu'il faut entendre, oui, c'est que quand on a des spécialités scientifiques, on a un jargon. Quand on a une spécialité de technostructure, on a un jargon. Quand on a une spécialité politique, on a un jargon. Quand on est agriculteur, on a un jargon. Et on a l'impression de parler la même langue et ce n'est pas vrai. Donc, je crois que les notions de base qu'il vient de rappeler, il faut être sur le terrain. Donc déjà, ce n'est pas forcément dans les périodes de travail intensif au niveau agricole qu'on arrivera à contacter tous les agriculteurs. Il y a des problèmes d'horaire, il y a des problèmes de langage et de conditions dans lesquelles on travaille. Donc ça, il faut l'entendre parce que c'est essentiel. C'est aussi des problèmes de différence entre les cultures intellectuelles et urbaines et les cultures rurales. Ce n'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire de façon de s'exprimer et d'établir la communication entre les groupes humains. Voilà, donc je pense que du côté des scientifiques, il y a peut-être aussi s'adjoindre des sciences humaines, parce que l'approche n'est pas seulement à travers une approche technocratique et jargonnante. Je ne veux pas insister lourdement, mais moi je remercie M. Brun de son intervention, et en tant que président de parc, nous on a mis vraiment l'effort pour arriver à trouver des lieux et des façons d'engager le dialogue qui permettent aux deux mondes de se comprendre. Voilà. J'entends très bien, et je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas un travail scientifique qui est présenté là, c'est un travail d'ingénierie et le public qui est destinataire de ce travail-là est un public technicien. Voilà. Après, majoritairement, on est là. Et si demain, ensemble, il est pris la décision d'adapter les discours suivant les catégories personnel, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il faut faire. Bien sûr, si demain, par exemple, il fallait interfacer avec le monde agricole, je ne prendrais pas ce genre de jargon, ça n'aurait pas de sens. Oui, non, mais ce matin, c'était réservé aux élus, cet après-midi, ce n'était pas interdit aux élus. Ah non. Donc, ce n'était pas seulement vers des techniciens et des scientifiques. Donc, il faut aussi, voilà, on a la chance d'avoir des élus et des sociopros qui sont là. Je crois qu'il faut prendre l'effort de trouver le moyen de dialoguer. Mais ce n'est pas une remise en cause du monde scientifique du tout. C'est simplement,
Voilà, quelqu'un a eu le courage de dire le problème qui était posé. Je reprends la balle au bon en disant c'est un vrai problème. Moi, je veux bien, j'entends le problème, mais il faut trouver après comment, ensemble, qu'on voit comment on trouve les solutions pour arriver à régler ce problème-là. Voilà. Alors, si vous voulez, on va continuer le cheminement parce qu'après, normalement, il y a un cheminement dans les questions, et puis après, c'est à la lueur de toutes les questions qu'on peut revenir au débat, mais on peut ouvrir on va prendre les 2 questions quand même qui sont là à ce niveau-là. Merci. C'est Pascal Vardon, je suis délégué interrégional de l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Et je voulais réagir à ce qui vient d'être dit parce que je pense que la cohérence écologique, c'est vraiment l'affaire de tous les acteurs sociaux. Vis-à-vis du monde agricole en particulier, il y a... j'ai eu des fonctions antérieures liées à l'agriculture. J'ai été directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les Bouches-du-Rhône. J'ai travaillé en DDTM, donc je sais très bien l'érosion du foncier agricole qui est subie par de nombreux départements, de nombreux territoires en PACA. Et il est vrai, alors peut-être que le schéma, le SRCE ne traduit pas à la hauteur peut-être attendue de la qualité de la biodiversité présente dans les espaces agricoles. C'est peut-être dommage, sans doute, mais il y a un vrai phénomène d'érosion de l'espace agricole. Et depuis le début des questions, j'ai toujours orienté moi mes réponses en me disant que le SRCE, c'est un moyen de réduire des pressions. Évidemment, on peut discuter sur les indicateurs, comme on l'a fait question numéro 1, sur ce qui va traduire l'efficacité du RCE. Pour moi, l'efficacité du SRCE, ça va être une réduction des pressions sur les milieux qui accueillent la biodiversité. Et c'est pour ça que dans la dernière question, l'action locale, j'ai répondu Orange en me disant que c'est vraiment à travers l'urbanisme qu'on va avoir une traduction de la prise en compte d'un certain niveau de connaissance à l'échelon local. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, je connais beaucoup de maires, ils n'auront pas forcément le même point de vue que nous avec le même recul sur ce qui peut constituer une richesse écologique qui se traduit à différentes échelles géographiques. Et à l'échelle d'une commune, mais là aussi il y a des enjeux à réduire la pression, alors sur le foncier agricole, sur peut-être aussi des projets qu'on peut avoir qui vont consommer de l'espace, qui vont améliorer certains aspects de la vie quotidienne des administrés, les transports par exemple, le logement bien entendu, mais qui vont grignoter un petit peu sur ces espaces détenteurs de biodiversité. Toutefois, je reprends mon propos, je ne veux pas être trop long, tout le monde est acteur de la biodiversité et le monde agricole aussi, puisque le monde agricole aussi, je suis désolé, mais peut exercer des pressions sur la biodiversité. Et là, j'en reviens à la gestion de l'eau. On a évoqué le SDAGE, mais on ne va pas mélanger tous les sujets. Dans la trame verte et bleue, il y a aussi la composante bleue. Nous avons des gros enjeux de reconquête d'une continuité écologique pour des espèces patrimoniales ou pour tout simplement des espèces banales qui vivent dans les cours d'eau et qui, à des échelles géographiques très courtes, ont besoin d'avoir un minimum d'eau dans les cours d'eau, y compris dans les périodes où les agriculteurs en ont le plus besoin pour l'irrigation. Voilà. Et on a vraiment devant nous, dans les années à venir, un véritable défi sur la gestion quantitative de l'eau qui va s'exprimer aussi par des efforts pour l'eau potable, pour les usages industriels et pour les usages agricoles. Et donc, le monde agricole, pour moi, je le perçois un petit peu avec ces deux enjeux, un monde qui subit la pression et un monde qui peut contribuer à une meilleure gestion de la continuité écologique sur notamment nos cours d'eau sur lesquels on prélève. Merci. Okay. Merci pour ce témoignage. De toute façon, j'insiste, le but, c'est que chacun exprime son point de vue. Ça fait partie du processus de travail. Si moi je suis là, c'est justement parce que je ne suis pas dans un groupe projet. Donc tout ce que vous dites, ça alimente la réflexion du groupe projet. Donc c'est très important que chaque personne et chaque témoignage soit pris en compte. Lidvine. Donc moi j'ai été une des rares, voire peut-être la seule à avoir mis un carton bleu. Donc peut-être que j'ai mal compris les propositions de réponse. Pour moi, donc, le orange, c'était par rapport au plus. C'est le côté, moi, non pas local, mais de prise en compte. C'est une question d'interprétation, on prend en compte. Et connaissant un peu le contexte local et de pression foncière, je ne suis pas convaincue, mais ça c'est à titre personnel, que la prise en compte soit vraiment prise en compte.
Donc j'ai du doute et c'est pour ça que je n'ai pas voté orange. Par contre, je me sens plus à l'aise sur le fait de travailler vraiment localement, comme on disait précédemment, sur le fait de réduire la pression dans les zones où on sait qu'il y a une urbanisation et que de mettre réglementairement une ceinture verte autour, on sait que en 2030, de 2030 à 2060, il n'y aura pas plus d'urbanisation après. Et donc moi, c'est ça qui me réconfortait. Ok, merci. Il y avait encore un témoignage, je crois. Oui. Mireille Frontery, direction des routes, Conseil général des Bouches-du-Rhône. Je voulais justement réagir à ce que vient de dire Ludivine concernant le réglementaire et peut-être un peu apporter un autre complément d'expérience par rapport à l'approche que peuvent avoir des routiers par rapport à ces problématiques-là. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être dans un monde routier, mais d'être un environnementaliste. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus confortable par rapport à la traduction. J'ai bien entendu ce qui a été dit par nos collègues agriculteurs et je partage parfaitement ce discours. Il y a clairement, pour moi, il n'y a pas besoin de réglementation. Vous le savez, le panel législatif français est déjà suffisamment important. On peut y puiser, y trouver énormément de choses et au quotidien, on s'en sert aussi. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a vraiment ce besoin-là. Par contre, là où je me rends compte qu'on est peut-être... on pêche peut-être, et ça a été un petit peu dit, c'est sur les retours d'expérience. Et aujourd'hui, par exemple, notamment de la problématique de reconstitution, de continuité écologique ou ce type de discours-là, on a beaucoup expérimenté de choses qui ne marchent pas. Et donc ça, c'est le premier point. Et nous, on est du coup un peu frustrés parce que quand on est dans ma position, par exemple, un peu à l'initiative d'opérations, on se dit, on montre aux collègues que ça ne marche pas. C'est difficile après d'être productif et de dire, regardez, mais si, il faut quand même continuer. Par ailleurs, concernant le panel législatif, je prends un exemple parce que ça est arrivé encore la semaine dernière. J'ai des collègues dans un autre département qui est loin de chez nous, qui est sous la neige en ce moment, qui va procéder à l'abattage de 1200 arbres de bord de route pour des questions de sécurité routière parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 51% des morts qui sont liés à ces arbres-là. Et ça, c'est conforme à ce qu'on appelle l'ARP chez nous, qui est l'aménagement des routes principales, qui chez les environnementalistes, c'est l'Agence régionale pour l'environnement. C'est pour ça que je rejoins la problématique des discours et des cycles qu'on utilise de manière abusive. Tout ça pour dire que voilà, il y a des incompatibilités souvent de textes, de règlements. On est souvent amené à nous à faire des demandes d'arbitrage auprès des préfets, etc. Donc le panel législatif, je pense qu'il est suffisamment complet. Par contre, le retour d'expérience, il n'est clairement pas suffisant pour nous aujourd'hui pour trancher sur, par exemple, des reconstitutions de continuité. On est tout à fait dans la démarche de dire qu'il faut préserver ce qui existe, on est tout à fait conscient de l'importance que ça peut avoir. La reconstitution, on a tenté beaucoup de choses, c'est pas probant, on a même d'autres problèmes qui se sont greffés dessus, donc ça sera peut-être intéressant aussi de se pencher là-dessus pour être plus complet dans notre approche. Ok, merci. Oui, après il faut qu'on passe aux autres questions, mais je ne veux pas avoir l'impression de couper le sifflet non plus. Daniel Carle, je suis élu à la Chambre d'agriculture du Vaucluse, donc pour rebondir un peu et aller dans le même sens que mon collègue Gérard Brun. Pour moi, la plus grosse menace pour la biodiversité, c'est l'urbanisation. Je m'occupe à la Chambre d'agriculture de tous les problèmes d'urbanisme dans le Vaucluse. Et c'est vrai que les agriculteurs en ont marre de se voir rajouter des contraintes. Comme disait madame, il y en a un panel déjà suffisant de réglementation et de contraintes, n'en rajoutons pas plus, parce que si un jour, à force de rajouter des contraintes, les derniers agriculteurs s'arrêtent, il n'y aura plus que des friches, et les friches ne résisteront pas longtemps au béton. Merci. Il y avait monsieur le maire de Mauriès. Oui, Pierre Santoire, maire de Mauriès, cette fois-ci, je n'oublie pas. Et je suis président de la commission d'aménagement du territoire pour le parc des Alpilles. Je suis quand même content que ces documents-là puissent intervenir dans l'élaboration d'un PLU, enfin, sous une forme peut-être allégée par rapport à une contrainte forte, mais je crois que ça serait encore ces sujets de biodiversité. En introduction, là, on a dit qu'il ne faut pas que ça soit une constante d'ajustement. Je pense que si on n'était pas dans l'obligation, nous, maires, dans l'élaboration et dans la réflexion de faire un PLU, de prendre en considération ces notions-là, elles passeraient systématiquement au deuxième, voire au troisième plan, derrière des notions de pression foncière pure, d'intérêt privé, de zonage, comme on le faisait au temps des plans d'occupation des sols. C'est le travail qu'on fait au niveau du parc des Alpilles pour essayer de convaincre nos confrères maires de rentrer dans cette réflexion-là. Et j'y vois un autre intérêt aussi, c'est que
dans la concertation normale qui doit avoir lieu pour un PLU, si on aborde cette concertation uniquement avec des questions de zonage, on va droit dans le mur avec une opposition entre l'intérêt général de développement de la commune et les intérêts particuliers, et on retombe sur des schémas que les maires ont vus il y a 25 ou 30 ans. Alors que si on aborde ce problème-là avec nos populations qui commencent à être individuellement sensibilisées à ces problèmes d'environnement et de biodiversité, il me semble qu'on trouve une entrée pour aborder de façon beaucoup plus constructive et beaucoup plus décontractée l'élaboration d'un PLU dans une commune. Moi, je suis ravi de ces démarches-là. Par contre, je pense que le PLU, bon, c'est une échelle locale, mais je crois que la véritable échelle, c'est quand même au niveau du SCOT ou des PLU intercommunaux. Voilà. Je pense qu'on est d'accord. Juste à passer, on passe à la question 4, ou Raphaël, tu as une remarque particulière? Moi, je vais simplement être bref, mais je voulais simplement mettre en perspective ce qui a été dit par nos collègues, les représentants de la Chambre d'agriculture et le président du parc du Queyras. Il me semble que le conflit, il me semble qu'il faudrait apporter une nuance. Évidemment, c'est un problème de jargon, c'est un problème de communication, mais il me semble que ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi un problème de cadre normatif. C'est-à-dire quand les naturalistes, en fait, la question, elle a été soulevée et étudiée par André Micou. On parlait d'André Micou, donc, qui est sociologue et qui est le président du conseil scientifique du parc du Queyras. En fait, il me semble que les naturalistes ou les techniciens de l'environnement continuent de sous-estimer en fait comment en fait l'écologisation de l'espace rural est le premier obstacle à la mise en œuvre d'une trame verte et bleue ou à la mise en œuvre de mesures de conservation, y compris intégrées et à une bonne compréhension par les acteurs locaux. Puisque quand on arrive sur un terrain avec tout un référentiel technico-scientifique, avec des zonages acronymes où personne n'y comprend rien, en fait, avec ça, on n'amène pas seulement du vocabulaire, on amène une vision du monde que l'individu en face, ou l'acteur, ou l'agriculteur, le chasseur, le forestier, ne partage pas forcément. Et si le processus de dialogue n'a pas lieu, la confrontation, elle ne peut qu'exister, le conflit ne peut que perdurer, en fait, puisque en fait, c'est extrêmement violent. Et il me semble que le milieu naturaliste continue, et continue encore, malgré pas mal d'efforts de la sociologie de l'environnement, en tout cas en France, qui a souligné ces processus-là, continue de sous-estimer l'impact de ces cadres normatifs et de ce choc-là. Voilà. Et donc les dialogues qui ont lieu ici et les ateliers qui ont lieu autour du SRCE permettent d'essayer de dépasser ça, mais évidemment, on n'est que du corps intermédiaire ici, autour dans cet hémicycle. Et évidemment, tôt ou tard, faire un ancrage territorial, c'est bien, mais l'anticiper, évidemment, ça serait mieux. Et le dialogue avec les professions, les agriculteurs qui sont dans la matrice et qui sont évidemment, qui seront certainement les premiers concernés par des reconnexions ou des travaux de restauration de connexions écologiques, sont à privilégier comme cible, évidemment, au-delà des débats sur l'urbain. Bon, merci Raphaël. Je vous propose d'avancer sur les questions. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les... Pardon, j'en prie. Pour répondre, enfin, vous apportez un élément, donc je travaille pour la profession agricole aussi, pour le syndicalisme agricole, vous apportez un élément, parallèlement au travail qui est fait là sur l'environnement et la biodiversité, est en train de se mettre en place le PRAD, le projet régional d'agriculture durable. C'est un document, c'est voulu par la loi, hein, ça sera un document signé par le préfet. Les travaux sont en cours, le document définitif n'est pas encore terminé, il sera terminé courant 2013. La DREAL y participe puisqu'il y a un volet environnemental dans lequel elle est impliquée. Malheureusement, le conseil régional n'est pas présent et ça serait peut-être intéressant, vous qui travaillez sur les cartes, parce qu'il y a énormément de cartes qui sont sorties dans ce document-là, où justement on voit, c'est un état des lieux très très précis, et donc on voit justement le poids économique de certaines filières, à quel endroit ils se trouvent. On peut croiser ça aussi avec des cartes sur la pression foncière, etc. Et je pense que justement pour que, en effet, les professionnels qui sont là, qui travaillent sur tout ce qui est environnement et biodiversité, puissent se rendre compte de l'impact que ça peut avoir pour nous, la profession agricole, de tout ce qui nous arrive par rapport aux autres enjeux justement qu'on traite, ça pourrait être intéressant. Et donc là, il y a des documents, donc la DREAL et que la DRAF bien sûr a, mais qui ne sont pas encore sortis, qui pourraient peut-être être intéressants pour vous qui travaillez là-dessus pour la suite de nos travaux, de vos travaux.
Ok, merci. Je pense que le groupe projet a bien pris note et ne manquera pas d'aller voir ces documents. Oui, je crois qu'à ce sujet, il faut souligner que quelquefois, les services de l'État décentralisés au niveau de la région, entre services, ils ne communiquent pas. Et là, il y a 2 gros programmes qui sont en cours. Donc là, aujourd'hui, plus le PRAD. Et que ce serait peut-être intéressant que déjà au niveau de l'Adréal, ils s'échangent un peu et qu'ils soient au courant des 2 côtés de ce qui se passe. C'est un problème de cohérence aussi. Mais plus structurel qu'écologique, cette celle-là. Même si à l'arrivée, ça se traduit par des problèmes d'incohérence écologique. Je vous propose de passer à la question 4, qui est relative au problème d'échelle. Alors, lors du diagnostic, dans la plupart des ateliers, est ressortie la question de l'échelle pertinente. Alors là, on a listé quelques réactions qui ont été prises sur le vif. Par exemple, à cette échelle régionale, impossible d'identifier les cloisonnements impliquant les continuités à petite échelle, alors que potentiellement majeures. Autre remarque, à cette échelle, 80% de l'espace varois, en zone arrière littorale, apparaît un réservoir de biodiversité. Cela peut légitimer le mitage urbain. Ou alors, à cette échelle, tous les massifs semblent connectés, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, et c'est bien là le problème. Ou quelle est l'utilité d'une telle carte à cette échelle, puisque le zonage n'est pas utilisable, ni ne peut être précis. Donc, il y avait des grosses interrogations sur l'échelle. Alors, d'où la question que l'on vous pose, que l'on vous soumet, pour avoir vos avis là-dessus. Donc, pour ça, ce que vous proposeriez, pardon. Donc, est-ce que vous proposeriez que le SRCE définisse des zones précises de continuité qu'il faut restaurer précisément sur les autoroutes, le nombre d'écoponts, le nombre de barrages à effacer, etc. Cela permet de savoir où l'on va et de bien délimiter les espaces que les communes interdiront à la construction. Donc, c'est une approche très précise, très cadrée. Ou alors, vous préférez que la SRCE ne définisse pas de zonage précis, mais qui donne une carte régionale des grandes tendances opposables, au sens qu'elles ne pourront pas être ignorées en tant qu'enjeu. Alors, opposable, il est mis entre guillemets. Cela laisse la libre capacité localement à opérer sans pouvoir ignorer l'objectif à atteindre. Donc, on est sur derrière ces questions, il y a 2 positionnements, on va dire, de fond. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très précis, qui aurait l'avantage d'être opérationnel et de se traduire directement par la mise en place de structures, d'opérations, donc. Ou alors on est sur du principe et on se réfère après aux compétences locales pour aller dans un objectif sans que l'objectif lui est précis, mais les pratiques, eux, ne sont pas bien précisées. Il n'y a que 2 questions, je pense, là. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de voter blanc si aucune des propositions ne vous satisfait. Donc, vous pouvez voter. Merci. Il semblerait y avoir une petite dominante orange, mais oui, dominante orange quand même. Du jaune en second. Et il y a une quantité de blanc qui n'est pas négligeable du tout. Et il y a des quantités d'orange et jaune. Donc l'orange et jaune, je l'ai repéré, on va lui demander de s'exprimer. En priorité, Jean-Laurent, tu nous expliques ton positionnement, s'il te plaît? Je pense que c'est un peu les deux. Hein, si Jean-Laurent Lequésy et Marie Duvigara en Camargue, réserve naturelle nationale. Donc c'est un peu les deux. C'est qu'à la fois, je pense que sur des grands ouvrages, il faut être assez précis au niveau régional parce que les enjeux, notamment sur les autoroutes, doivent être précisés pour pouvoir agir. Et d'un autre côté, je pense que dans la réponse orange, laisser au niveau du SCOT et du PLU rentrer dans les détails et localement est important à condition que ce soit opposable. Donc, et je dirais seulement si. Sinon, c'est la capacité à ne pas traiter, d'où le positionnement qui est à la fois dans de la précision et dans une certaine forme de liberté encadrée sur l'interprétation du SRCE au niveau du PLU. Ok, merci. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir parmi les blancs? Est-ce qu'il y avait il y avait des propositions alternatives? Oui. Je pense qu'il pourrait être intéressant. Donc Maxime Guet, technicien espace naturel sensible au Conseil général des Hautes-Alpes. Donc je pense qu'il serait intéressant peut-être plutôt de faire des zones biogéographiques, par exemple des cartes plus précises au niveau de l'ensemble du littoral ou de l'ensemble des zones de montagne, pour essayer de faire ressortir un petit peu plus les enjeux particuliers de chaque zone.
Ok, merci. David? Oui, moi il me semble que ce qui pourrait être intéressant, c'est de cibler les secteurs dans lesquels il y a un véritable danger et là d'être précis. Et pour le reste de la cartographie, ben, on est au 100 millième, donc de toute façon on ne peut pas être précis. Et ça sera plutôt dans le texte de donner des directives pour les aménagements divers et variés. Donc effectivement, il y a plusieurs témoignages qui montrent que la combinaison des deux est possible. Oui. Oui, je pense que ce serait intéressant que le schéma régional... Répétez ce matin parce que... Je pense que ce serait... Non, hein? Je comprends pas. Votre nom? Ah, Yves Gorgeux, mairie conseil. Voilà. Je pense que ce serait intéressant que le schéma régional se précise par des schémas de secteur correspondant au territoire de SCOT qui existent sur la région et qui vont couvrir toute la région à partir de 2017, hein, je le précise, puisqu'il y a une obligation de couverture de SCOT. Donc de la même manière qu'un SCOT peut avoir des schémas de secteur, je pense que ce serait intéressant que le schéma régional de cohérence écologique ait des schémas de secteur correspondant au périmètre des outils d'urbanisation que sont les SCOT. Merci. Là c'est vrai que ça renvoie à quelque chose qui avait été énoncé lors de la trame verte et bleue, à savoir, derrière un principe général, se baser sur une trame verte et bleue qui soit, entre guillemets, par défaut. C'est-à-dire, si localement, tout le monde agit pour faciliter les continuités, globalement, la trame verte et bleue se fera. Ça va un petit peu, si j'ai bien suivi, un peu dans ce sens, avec des opérations locales qui s'inscrivent dans une logique qui, globalement, donnera de la cohérence à l'ensemble. C'est bien ça, à peu près? En tout cas, c'est une idée qui était déjà apparue lors du travail sur la trame verte et bleue, sur l'acceptabilité et la faisabilité de la trame verte et bleue. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou est-ce que Raphaël, tu veux réagir là-dessus? À chaque question, je vais te le demander, hein, mais tu peux zapper. Hein. Je zappe. Je comprends. Mais je peux réagir, hein, mais je zappe. Ah, pardon, Frédéric. Oui, Frédéric Bachet du Parc Marin de la Côte Bleue. J'ai voté donc jaune à cette question, de la même manière que tout à l'heure c'était du bleu à la question précédente, parce qu'en tant que gestionnaire du milieu marin, je passe à l'espace littoral, où on ne peut pas se passer de choses relativement précises sur un espace très limité où la pression est grande, et où on doit, toutes les fois que c'est possible, faire intervenir du réglementaire, mettre un pied dans la porte pour éviter que des situations irréversibles se créent. Donc voilà, c'était en pensant au littoral que j'ai pris ces deux positions. Et là, du coup, on retrouve ta remarque tout à l'heure. Là, c'est typique, la position du Parc national des Calanques ou du Parc maritime. La localisation et l'organisme fait qu'effectivement, on était obligé de se positionner comme ça. C'est ce qui paraît tout à fait compréhensible. Oui, pardon. Oui, Hélène Renard, je représente ici, je pense, les entreprises, mais entreprises engagées dans le développement durable, puisque je préside PACA pour demain. Et puis, pour ma part, je travaille au groupe La Poste sur le développement durable et nous essayons de faire des choses avec les parcs naturels régionaux et d'autres acteurs du territoire. Alors, je crois que les entreprises ont besoin d'avoir deux choses. Une vision à moyen long terme, des grandes orientations qui leur seront aussi opposables et qu'elles doivent intégrer dans leur propre stratégie, ce qu'elles pourront, ce qu'elles devront anticiper sur leurs activités, sur leurs process, sur leur développement, et puis des choses très précises, locales, ponctuelles, pour savoir ce qu'elles ne peuvent plus faire, ce qu'elles ne doivent plus faire, ce qu'elles peuvent faire pour améliorer, pour faire progresser les choses, etc. Donc il faudra aussi qu'on ait vers les acteurs économiques une lecture à double entrée, à la fois d'orientation, de prise en compte en amont, parce que si je prends l'exemple d'un bâtiment, quand on construit pas pour 2 ans ou 3 ans, donc il faut qu'on sache, qu'on le fasse bien, qu'on sache si cette construction sera toujours opérable et utilisable à long terme, et puis aussi
qu'on puisse travailler concrètement sur de la restauration, sur de l'amélioration des choses existantes. Voilà, donc une lecture, alors pas comme les chambres d'agriculture ou les agriculteurs, mais qui permettent aussi qu'on intègre ces grands enjeux. On n'a pas tous, nous, des grands experts ou des naturalistes chez nous, mais on peut travailler, bien sûr, et on le fait avec des ONG, avec des experts des pouvoirs publics et des collectivités, des parcs, sur ces questions-là, et on est très content d'être associé à ce processus, et merci. Merci à vous. Je vous propose de passer à la question. Un petit commentaire, hein. Vas-y, vas-y. Un petit commentaire. On est encore dans les temps et on est là pour s'exprimer, donc vas-y. I have a dream. C'est qu'un jour les gens comprennent. Et si on fait trop de réglementaires, on les contraint à obéir et non pas à anticiper. Ça, c'est un enjeu politique qui est très fort. C'est pour ça que j'ai tenu le discours que j'ai tenu ce matin, c'est que les choses, il faut les faire avec les gens de terrain. Qu'il y ait aussi de temps en temps du réglementaire, je ne suis pas forcément contre, mais quand je peux l'éviter, je l'évite. Donc j'aurais bien aimé une question bleue là. Ceci dit, ça progresse dans la co-construction, regarde. Ce SRCE sera un exemple de co-construction. Je le dis d'autant plus volontiers que, encore une fois, je suis observateur. Oh, pardon. Excusez-moi. Là, hop, coucou. Sur votre droite. 110, pardon, oui. Donc Marc Juillet, Scott Provence-Vert. Moi j'ai répondu par la réponse orange parce que je pense que le SRCE doit donner des orientations et des principes d'ordre généraux au même titre que les SCOT donnent des orientations générales et des principes généraux pour les PLU. Ce qui veut dire que si on aborde la question de l'aménagement du territoire uniquement par le prisme de la biodiversité, on fait abstraction des projets locaux. Or, dans un SCOT, précisément, on met en cohérence les politiques qui sont liées à la préservation de l'environnement, à sa mise en valeur, comme au développement économique de l'habitat et du reste. Ce qui veut dire une prise en main par le pouvoir local. Et si on est dans du normatif excessif à une échelle comme celle du SRCE, je crains qu'on ait un front de blocage de la part des élus locaux et qu'on manque un petit peu de confiance en matière d'élaboration des documents infra. Ça, c'est une première question, une première remarque de ma part. L'autre, il s'agit d'une prise en compte et pas d'une mise en conformité des documents qui se trouvent en dessous du SRCE. C'est-à-dire que ça laisse une marge de manœuvre et une souplesse d'exécution. Bien, merci. Donc, je vous propose de passer à la 5e question. Une des questions les plus récurrentes dans les ateliers a été « Mais cela va se traduire comment ?» On peut la comprendre. Voilà la question, les questions que l'on peut, les réponses qu'on vous propose. Dans les PLU et à l'échelle de la commune, selon moi, il faudra que les réservoirs et les corridors soient totalement inconstructibles et identifiés en zone naturelle. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, il faudra que les réservoirs soient reconnus comme inconstructibles, mais les corridors pourront être appréhendés de manière plus souple. Alors, corridor, c'est à prendre au sens le plus large, c'est-à-dire zone de continuité, zone favorisant la continuité. Donc, pourront être appréhendés de manière plus souple en définissant, par exemple, des seuils localement et des sous-zonages. Troisième proposition, il faudra localement préciser les enjeux et les contours qui intègre la qualité du maillage territorial, qu'on peut appeler aussi matrice, pour définir tantôt des zones à rendre inconstructibles, pour le maintien des réservoirs ou des corridors ou du maillage agricole, tantôt constructibles dans un certain cadre, avec une gestion des espaces accompagnée par des mesures contractuelles, etc. Alors je vous laisse vous approprier le degré d'élargissement des réponses proposées, depuis une position très précise, qui a l'avantage d'être très claire et facilement compréhensible, à une proposition qui a le désavantage d'être peut-être plus floue, mais beaucoup plus ouverte. Et une proposition intermédiaire. Alors, si vous pouvez brandir vos panneaux bleus, s'il vous plaît.
C'était pour mettre un peu d'humour. Donc, comme je le pensais, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de bleus qui s'élèvent. Mes collègues ont essayé de la rendre la plus compliquée possible, cette réponse, pour éviter qu'il y ait trop de bleus. Mais ils n'ont pas réussi, visiblement. Il y a majoritairement beaucoup de bleus. On reviendra sur le bleu, je pense, qui nous fait toucher le fond du problème, dans le bon sens, le cœur du problème. Il vaut mieux dire le cœur du problème que le fond du problème. Est-ce que les courageux et dissidents qui ont voté jaune ou orange, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer? Oui. En fait, donc, toujours Céline Ménard de Biotope. On est confronté localement en tant que bureau d'études à décliner une approche qui est plutôt scientifique et naturaliste et justement à la traduire dans des documents d'urbanisme, donc avec des règles et des visions. On a parlé de culture, on a parlé d'appropriation du territoire très, très variées. Et je pense que la réponse, elle est différente selon le territoire et selon l'approche que les gens font de leur territoire. Donc sur certains territoires, effectivement, ils ont une vision stricte parce qu'il y a une menace, parce que les milieux subissent de grosses pressions, donc de fait, c'est traduit par des protections strictes. Il faut absolument préserver les derniers espaces de nature. Et à contrario, des espaces où on a une matrice encore fortement naturelle, on est plus sur de l'encadrement souple. Donc en fait, la réponse, elle est variable selon les territoires. Par contre, je vous comprends bien, si par exemple demain on optait pour le bleu, il faudra sacrément renforcer la force de frappe des bureaux d'études. Oui. Donc, toujours Laetitia Berthier-Flandin, communauté urbaine de Marseille. Le bon sens, effectivement, fait voter pour le bleu, mais le territoire d'où je parle, en quelque sorte, Marseille et les communes autour, subissent des pressions très fortes, les milieux naturels subissent des pressions très fortes, les zones d'interface, les zones tampons sont très réduites, les corridors sont restreints, voire totalement perdus. Donc, on aimerait pouvoir répondre bleu. Néanmoins, le choix qui a été fait, par exemple, à travers le SCOT de la communauté urbaine qui a été approuvé récemment, est de tenir en quelque sorte sur les réservoirs et donc de les protéger au maximum de ce qui était possible pour le SCOT et de laisser en revanche des éléments d'adaptation à l'échelle des PLU, sachant que, en ce qui nous concerne, l'échelle des PLU ne sera plus communale. À l'échelle des PLU, le travail plus fin, notamment sur les questions de corridors. Et c'est vrai que le bon sens fait voter le bleu et beaucoup de territoires, enfin les enjeux sont très différenciés selon les territoires. Là, on est concrètement dans une sorte d'opposition pragmatisme et bon sens. Yves. Donc Yves Goïc, président du Parc naturel régional du Queyras. Oui, à propos de cette responsabilité qu'on donne au plus près de l'échelon local, avec toujours la crainte dans la tête que les élus locaux sont sensibles aux pressions pour l'urbanisation. Je crois que c'est ça qui est le fond du problème. Je pense qu'il faut peut-être imaginer au niveau de la biodiversité et de la protection des espaces ce qui existe déjà dans le monde agricole. Dans le monde agricole, pour éviter que des terres agricoles deviennent constructibles, il y a ce qu'on appelle les ZAP, zones agricoles protégées, où c'est sur demande d'une commune, mais c'est une servitude qui s'impose au PLU et qui est un arrêté préfectoral. C'est-à-dire qu'on éloigne un peu, c'est-à-dire que la demande est faite par la commune, instruite par la Chambre d'agriculture, mais c'est un arrêté préfectoral qui ne peut pas donc être mis en cause à chaque changement d'équipe municipale. C'est des outils qui sont pratiques parce que c'est une demande locale, c'est une instruction technique ou scientifique, et c'est une décision préfectorale. Donc c'est un outil qui est mis à disposition des communes pour essayer de pérenniser dans le temps et d'éviter les conflits qui peuvent coûter une élection après. C'est-à-dire que là, une fois que c'est mis en place, que le gars il saute ou qu'il ne saute pas, la mesure reste là. Donc c'est un montage qui est très intéressant au niveau de la responsabilité et de la pérennité. Donc peut-être à réfléchir ce genre d'outil qui permet de concilier le point de vue, l'étude locale, l'adaptation au terrain, et aussi une responsabilité qui n'est plus un enjeu de vote clientéliste. Ok, merci. Effectivement, ça peut être un moyen de mise en œuvre. Avant de passer à la 6e question, Raphaël, un petit commentaire. Ah, pardon. Encore une réponse. Oui, excusez-moi. Patrice Longour, je suis le directeur de la réserve des Monts d'Azur. J'ai eu le même problème sur d'autres questions.
Il me semble qu'on évoque toujours les contraintes et jamais les compensations. J'ai répondu bleu sur cette question, mais s'il y avait eu en corollaire de la proposition jaune, par exemple, une mesure de compensatoire pour les propriétaires des terrains qui seraient déclarés non constructibles, j'aurais voté pour. Parce qu'il me semble que si on veut convaincre un certain nombre d'acteurs de l'intérêt de notre position, c'est aussi de commencer à prévoir des mesures de compensation pour qu'on soit plus incitatif que contraignant par des mesures réglementaires. C'est très important, je suis dans le milieu rural, je travaille avec le milieu agricole, c'est très important d'aborder la question sous cet angle-là. Les propriétaires de terrains naturels, qu'ils soient agriculteurs ou forestiers, ont pour nous autres urbains, pour les urbains, une mission double qui est celle de leur propre production, mais qui est aussi celle de défendre et de gérer la biodiversité. Et si on ne fait que des mesures de contrainte, et on déclare inconstructibles brutalement, sans leur parler de mesures de compensation, on s'aliénera ces personnes, et c'est vraiment dommage. Merci. Alors là, ça me fait réagir. Parce qu'un propriétaire de terre agricole, si c'est inconstructible, il sera content. Parce que ça reste un outil de travail agricole. Donc pour le bien commun de l'agriculture, ce ne sera pas un problème. Après, si effectivement il y a la dérive de l'agriculteur qui dit « après moi le déluge et je rends ça constructible et c'est perdu pour l'agriculture », c'est autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer agriculture et constructibilité. L'agriculture a besoin de bloquer des terrains à la construction et il y a vraiment une porosité totale entre naturel et agricole et de l'autre côté la constructibilité. Donc agriculture, vous inquiétez pas, que ça reste agricole, ça intéresse les agriculteurs. Ils ne sont pas tous intéressés à construire sur leur terre agricole. Merci. Donc Raphaël, est-ce que tu te réserves pour la fin ou tu veux apporter ton témoignage? Non, le temps passe vite, donc je vais plutôt réserver 2-3 commentaires pour la fin, je pense. Jolie pirouette, donc on avance. Non, mais sinon je peux parler du zonage final de la nature. Non, mais là, c'était pour... on comprend. Merci. Merci de nous aider à tenir le timing. 6e question. On y arrive, j'avais dit qu'on allait les aborder, ces zones blanches. La question des zones blanches a été récurrente. Cette question a été souvent associée à la question de la biodiversité dite ordinaire. Pour information, de plus en plus, on préfère parler de biodiversité commune plutôt qu'ordinaire, ce qui a un côté, mine de rien, péjoratif, et c'est pas bien pour cette biodiversité qui sert à tout instant. Donc, on va dire de la biodiversité dite commune, d'une part, et également aux conséquences que la création de zones blanches pouvait avoir sur l'aménagement du territoire. Il est proposé, avec cette question, d'ouvrir des perspectives et de rechercher des pistes, si vous me suivez bien. Le SRCE est concentré sur les continuités, réservoirs plus corridors. La question, c'est qu'est-ce qui se passe hors des corridors et des réservoirs? D'ailleurs, dans les ateliers, on retrouve la situation suivante. En fait, je ne saurais trop préciser, car si je suis totalement convaincu du problème des zones blanches qui pourrait se traduire par tout est permis, et je me demande si une politique non zonée serait applicable ou traductible à l'échelle communale. D'où la question. Selon moi, le SRCE doit afficher des ambitions régionales et se focaliser sur des actions au niveau des continuités en faveur d'une biodiversité ordinaire comme patrimoniale. Donc on ne fait pas de ségrégation dans la biodiversité. Selon moi, le SRCE doit afficher des ambitions régionales et se focaliser sur des actions au niveau régional, continuité et au-delà, d'une biodiversité ordinaire comme patrimoniale. Non, normalement il est nu. Hein. La différence, elle est sur les continuités. Ça va au-delà des continuités. La première, on s'intéresse à toute forme de biodiversité, mais sans se préoccuper des continuités. Donc là, dans la deuxième, on est sur les continuités. Que sur les continuités, la deuxième, on est au-delà des continuités. Alors les continuités sont prises dans le sens corridor plus réservoir. Et la troisième, c'est ne se prononce pas. Est-ce que tu peux réexpliquer les deux réponses parce que c'est pas clair pour moi?
Bon, on reprend. Alors, est-ce que les auteurs veulent apporter des précisions? Mais si moi comme je l'ai perçu, ouais, j'ai perçu, dans un premier temps, on a un CRCE qui se focalise sur les continuités. Dans un deuxième temps, on a un CRCE qui s'intéresse à la biodiversité en général, pas seulement sous l'angle des continuités. C'est un peu comme ça? Alors, précise ce que... Je précise, puisque tout ça est issu donc des ateliers, donc des synthèses des ateliers. Donc en fait, il y a deux tendances qui sembleraient ressortir dans les analyses et les questionnements des ateliers. Donc c'est une première posture qui est on reste sur de l'action concrète, liée uniquement aux continuités, c'est-à-dire les continuités étant réservoir plus corridor. Ça c'est le premier. Et autre positionnement qui répond à la question des zones blanches notamment, c'est oui, le SRCE doit permettre d'agir concrètement sur les continuités, réservoir plus corridor, mais il doit aussi, voire il est fondamental, qu'il agisse au-delà de ces continuités pour le maintien de la biodiversité. Alors, oui, juste pour bien éclairer, c'est que, après vous répondez comme vous voulez, mais pour bien la nuance, c'est que sur le jaune, à la limite, on sait faire. Sur le orange, on ne sait pas faire dans l'état actuel. Mais après, en même temps, vous répondez comme vous voulez. Comment tu rentres les zones blanches? Donc. Pour être sûr de ce que je vote, sur la deuxième, donc pour, on va dire, c'est pouvoir émettre, on va dire, des orientations sur la zone blanche et pas forcément avoir des actions. Pour moi, le SRCE peut apporter des orientations, des réflexions, des idées à mettre en place sur la zone blanche, mais pas que ça ait la même force que sur les zones de réservoir et de corridor. Est-ce que c'est bien ça? Ça peut. Ça peut, on va débriefer. De toute façon, maintenant, on rentre là de plein pied dans le problème de ces zones blanches. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, majoritairement, le diagnostic, c'est que, effectivement, c'est orange. Il y a quelques jaunes et il y a un blanc. 2 blancs, il y a 2 ou 3 blancs. Alors, déjà, les blancs, est-ce que vous voulez vous exprimer? Est-ce que c'est du rejet ou de la nouvelle proposition? Jean-Laurent. Moi, je veux bien m'essayer au blanc. Donc le blanc comme le blanc, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai problème de définition de méthodologie. Et le principe de ces zones blanches, c'est moins le fait que ce soit des zones où la biodiversité est ou banale ou nulle, plutôt que d'un problème de la connaissance. Pour être un naturaliste depuis fort longtemps, je sais que tous les naturalistes vont aux mêmes endroits, connaissent les mêmes zones, et les zones qui sont un peu chiantes, genre zones agricoles avec des milieux naturels peu caractéristiques, sont très peu exploitées et donc très peu connues. Donc le risque de tout ce qui se passe là, c'est que ces zones-là soient entre guillemets sacrifiées sur un système ou un autre, et qu'elles soient les zones considérées où on peut tout faire. Je dirais que les propositions qui sont là ne répondent pas vraiment à la question de ces zones blanches et aux besoins importants d'investiguer dans ces milieux-là pour savoir véritablement si les enjeux biodiversité sont faibles ou est-ce qu'ils sont, ce que je pense, méconnus. Et après, on me propose la question, qu'est-ce que tu proposes pour pallier cet artefact? Je pense qu'on est tous d'accord avec ta remarque. Je pense que déjà, il faudrait faire un effort au niveau du secteur associatif bénévole et gratuit pour qu'on puisse, sur la base du diagnostic du SRCE, de travailler sur ces zones sans les condamner ni les sacrifier pour autant, ni les surprotéger pour autant. C'est le principe de tout est protégé et donc c'est plus, à mon sens, plus dangereux qu'utile. Donc faire appel au milieu associatif qui est quand même le fourvoyeur de la plupart des données de cette SRCE et d'autre part d'essayer d'investiguer aussi sur de la méthodologie, tenant compte de ces connaissances et je dirais de façon statistique, de pouvoir couvrir sur une base de il n'y a pas des zones qui sont nulles ou complètement nulles, d'essayer de faire un calcul statistique qui permettrait, je dirais, sur une action coordonnée, secteur, je dirais, associatif et structure financée type recherche ou bureau d'études, de travailler sur le sujet. On y reviendra, je vais laisser des réponses. Fabienne ou Ludivine?
Vas-y alors. Oui. Donc Fabienne Alaglus. Donc je voulais juste rappeler, parce que c'est un sujet qui a été évoqué notamment au Comité national Tram verte et bleue, qu'on travaille effectivement en fonction des données disponibles, que le SRCE a vocation à être réactualisé et à évoluer, et que par ailleurs, dans les plans d'action stratégique, dans les actions à proposer, il a été dit à plusieurs reprises qu'il était important d'y inclure des actions pour améliorer la connaissance et améliorer l'effort de prospection. Donc ça peut être aussi un contenu du SRCE et une expression, alors sur des formes aussi à préciser, bien évidemment, pour bien noter que sur les zones moins bien prospectées, l'effort devait être mis, sans que ça condamne effectivement ces zones définitivement, si je puis dire. Edwine ? Moi, j'imagine bien des orientations, des propositions dans le SRCE sur ces zones blanches, comme vous venez de le dire, que ce soit peut-être avoir de la récupération de données. Donc ça, c'est à faire le lien avec la base de données Silène, le travail des associations. Peut-être aussi de remettre en lien avec toutes les données qu'on a sur les agricultures biologiques et raisonnées, et de voir peut-être les éléments manquants de préconisation. C'est vraiment pour moi dans l'idée de préconisation, en attendant d'en savoir plus, d'en savoir mieux pour 2060. 2060. Monsieur de la LPO. Oui, juste un petit mot concernant ces zones blanches. En fait, il y a un site qui s'appelle Faune PACA, où il y a tous les jours des bénévoles qui viennent inscrire les oiseaux qu'ils ont pu rencontrer. Et je pense que le rôle des associations concernant la détermination des espèces dans ces zones blanches est quelque chose d'essentiel. À côté de cela, c'est vrai que ces zones blanches me semblent parfois représenter des zones de non-droit, entre guillemets. Des zones de non-droit du fait qu'il semblerait a priori, ce qui n'est pas le cas, qu'il y a dans ces zones blanches une biodiversité extrêmement réduite, ce qui est absolument faux. Donc déjà faire un travail de recherche pour savoir exactement les espèces présentes, et deuxièmement ne pas s'arrêter qu'aux espèces patrimoniales. Parce que lorsque j'ai un peu travaillé dans l'atelier du Luc en Provence, il y avait un certain nombre, je parle des oiseaux, hein, un certain nombre d'oiseaux qui étaient représentés sur la liste du MNH, du Muséum d'histoire naturelle, et j'étais très étonné de ne pas voir des espèces communes. Donc, un problème essentiel dès le départ. Hein, un problème essentiel dès le départ, il y a des tas d'espèces manquantes et qui méritent toute attention, autant que les espèces patrimoniales, les vautours et autres. Voilà. David. Oui, moi, il me semble que pour les zones blanches, on pourrait partir tout à fait à l'envers. C'est au lieu de partir des espèces patrimoniales qu'on connaît ou qu'on connaît mal, partir plutôt des activités et des aménagements, et de dresser une liste de prescriptions lorsque on construit une route, une voie ferrée, un lotissement, qu'on change des techniques agricoles. Et donc, ça serait en partant de ces activités qu'on pourrait lister un certain nombre de prescriptions qui favorisent la biodiversité en général, disons. Et ensuite, ça sera au fur et à mesure des années qu'on verra s'il y a telle richesse ou pas, mais déjà on serait sûr d'avoir fait bien dans ce cas-là. Merci. Lidvine, tu avais un complément ? Oui, je complétais donc l'intervention du monsieur de la LPO dans le cadre par exemple de l'Atlas des oiseaux nicheurs de Marseille. Donc c'est l'association La Chevêche qui est porteur du projet. Ils ont maillé toute la ville de Marseille. Ça fait 2 ans qu'il y a des inventaires, donc c'est appel à bénévoles, les gens, il y a des référents, etc., etc. Et malgré tout, avec un protocole carré qui est vraiment très bien pensé, malgré tout, les gens ne vont pas dans certaines zones et il se trouve que dans certaines zones non prospectées auparavant, il se trouve qu'il y a une très importante biodiversité commune en oiseaux. Donc il y a vraiment des zones blanches de connaissances. Zone noire. Oui. Je vais me permettre une petite provocation, vu l'heure qu'il est. On est là pour vous ça. m'en excuserez. Je ne comprends pas là où on en arrive, parce que si toutes les zones blanches, on les met dans les réservoirs ou en vert, dans votre carte de tout à l'heure, dans ces cas-là, ça ne sert à rien qu'on se prenne la tête à travailler depuis des mois là-dessus. Merci, c'est un peu ce que j'allais dire, mais moi, je n'ai pas trop le droit de faire ces commentaires-là. C'est bien que ce soit d'autres personnes qui le fassent.
Mais effectivement, on a quand même, il faut arriver à un zonage, mine de rien. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut un zonage finalement? Et est-ce que la notion de zonage n'est pas finalement un constat d'échec de vouloir zoner? Il y a des hypothèses, il y a des procédés alternatifs qui existent, mais il faut faire attention aussi que si on ne zone pas, à l'arrivée, on ne fait rien non plus. Donc, il faut comment arriver à quelque chose qui soit concrètement, qui se traduise par des documents qui donnent des feuilles de route assez précises, mais comment faire pour que ces documents, ces feuilles de route ne soient pas caricaturales? On en est là, on est à chercher cet intermédiaire-là. Juste pour vous reposer l'esprit, actuellement, on réfléchit de notre côté, voir comment on peut essayer de sortir de zonage et proposer une vision de cartographie de la région plutôt sous forme de gradient, en identifiant des zones coloriées plus foncées à enjeu vers des zones plus claires qui sont moins à enjeu. Alors, ça peut paraître hypocrite de transformer des zones par des gradients, mais quelque part, c'est quelque chose ça permet juste de hiérarchiser, de faire en sortir ce qui est le plus important, mais de donner une certaine souplesse et surtout de n'oublier aucune partie du territoire. Parce que si on fait des gradients plutôt de jaune à vert, on n'a pas de zone blanche. Ça paraît bête dit comme ça, mais ça permet des fois de pallier ce zonage. Mais encore une fois, si on arrive à des décideurs, à des gestionnaire avec un document où il n'y a pas de zonage clair, j'ai peur que ça ne serve à rien aussi. La question est délicate, très délicate. Et pour l'instant, je ne suis pas là pour trancher, moi, donc je ne vais pas trancher. Mais si vous avez des témoignages. Bonjour, Florian Rabé-Mananjara du Parc de Camargue. En fait, c'était quasiment ce que j'allais dire, si ce n'est que pour moi, d'une part, les zonages sont plutôt à conserver. Il y a eu quand même un travail. Il m'a semblé que ça faisait partie d'un diagnostic qui était partagé plus ou moins partagé par certains acteurs. Maintenant, la question des zones blanches, elle me paraît aussi essentielle dans le sens où on parle de cohérence écologique régionale. Ce n'est pas des zones à délaisser de côté, néanmoins on peut se détacher de l'approche géographique et être peut-être un peu plus thématique, en sachant que ces zones blanches sont du territoire que je connais, il me semble que c'est plutôt des zones à agriculture intensive ou des zones urbaines très denses. Il me semble que sur ces territoires, on peut parler plutôt de reconquête, voire de reconnexion si on est vraiment en bordure de zones éventuellement concernées. Mais voilà, avoir peut-être plus une approche thématique et des enjeux plutôt que géographiques sur ces zones blanches. Voilà. Oui, alors à part, c'est vrai qu'il y a dans les zones blanches, il y a les crêtes de cœur de massif, de cœur de parc. Mais c'est tout à fait d'accord. Mais ceci dit, zone blanche, ça ne veut pas dire non plus chèque en blanc à faire n'importe quoi. Et on peut très bien voir le SRCE complètement négatif et se dire que s'il y a des choses concrètes à faire, ce serait peut-être que sur ces zones blanches. C'est un peu provoque, mais quelque part, ça peut être aussi une lecture. Mais pour finir, c'est ce qui permettrait aussi de ne pas fixer le regard que sur les zones qui sont ressorties de ce travail et de bien rétablir le discours à l'échelle de la région en entier et pas que sur les zones à protéger encore et encore. Tout à fait d'accord. On est sur une notion de principe à laquelle je tiens beaucoup. Jean-Laurent. Donc Jean-Laurent Lucchesi, je pense qu'il y a un point, là, le débat depuis tout à l'heure me fait penser qu'il y a un point, et la remarque du monsieur là-haut tout à l'heure est importante. Je pense qu'il faut regarder aussi le point de vue des hommes et des acteurs et d'essayer d'intégrer tout ça dans l'analyse des territoires et notamment de ces fameuses zones blanches, pour qu'on n'ait pas ce sentiment que dans ces zones qui sont quand même énormes, quand on voit la carte et l'échelle de la carte, c'est quand même des secteurs qui sont énormes dans lesquels il n'y a pas en théorie d'enjeu, et d'essayer de travailler dans ces secteurs justement sur la prise en compte de la biodiversité quotidienne, reconnue ou pas reconnue, de faire un travail d'inventaire, etc., et un travail différent du travail scientifique, et notamment du travail méthodologique, puisque le blanc est issu de la méthode, et dans le sentiment notamment de l'aménageur, c'est des zones de liberté. Je me rappellerai toujours des discussions que j'ai eues avec le directeur du Grand Port Maritime de Marseille, où il cherche justement ces fameuses zones, qu'on le lui dise une fois pour toutes, et qu'on n'attende plus une nouvelle mouture ou une nouvelle évolution qui va lui apporter des nouvelles contraintes. Donc dans ce contenu, il y a vraiment l'enjeu d'essayer de capter autre que les spécialistes naturalistes de tout poil, professionnels ou pas, et autre que les aménageurs, mais le quotidien des autres acteurs, qui soient agriculteurs, habitants et autres dans ces secteurs, et de savoir comment
à travers le SRCE, on arrive à la fois de les interroger sur la biodiversité et la qualité de vie qui va avec, et comment on intègre ou on donne des moyens dans ces secteurs pour travailler. Parce que quand même, il faut penser aussi qu'on est en train d'analyser le CRCE sur des connaissances qui sont partielles et d'aujourd'hui, il faut être extrêmement modeste. Les réservoirs de demain, ils sont peut-être dans les zones blanches, soit ils ne sont pas connus, soit le réchauffement climatique ou autres types de grands aménagements vont déplacer les espèces dans ces lieux qui, au départ, n'ont pas d'intérêt et le retrouveront demain. Ok, merci. Juste une précision sur la taille de ces zones blanches. Vous avez bien noté qu'elle a été réduite en cours de route. C'est suite aux échanges des ateliers territoriaux. Il y a certaines zones blanches qui sont passées en zones colorées ou qui ont été identifiées comme zones importantes. Ça, donc, il faut se baser vraiment sur la dernière carte, la carte de l'étape 4, ça correspond à la 5e carte, qui a intégré les retours de terrain des acteurs locaux qui ont précisé, attention, là c'est une zone blanche, mais elle est importante. Donc il y a quand même déjà une première réduction de la blancheur de la carte. Dans l'ordre, monsieur, on ne vous a pas encore entendu. Oui. Après, Philippe Picon, syndicat de la Durance. Je voulais savoir si il y avait un travail d'intercalibration au niveau national sur les méthodes d'identification. Je suis persuadé que des zones identifiées blanches ici auraient été identifiées vertes ailleurs, dans certaines régions, avec une biodiversité beaucoup plus faible, peut-être, en région parisienne, j'en sais rien, je ne connais pas. Donc, tout ça est aussi une question de perception et aussi de culture, finalement, et d'habitude du milieu dans lequel on vit. Et de patrimoine du territoire. Voilà, donc est-ce que, effectivement, des comparaisons de méthodes ont pu être mises en œuvre pour voir si ces méthodes Perso, je n'ai comparables? pas la réponse, mais Fabienne peut-être. Alors, c'est une bonne question. Nous commençons à travailler par grandes régions géographiques à ce recollement, effectivement, ou collection d'informations sur les méthodes qui sont utilisées à partir d'une grille de lecture. Alors, on est plutôt sur de la méthode pour le moment et comparer effectivement les choix qui ont été faits par les équipes régionales. On n'en est pas encore à comparer effectivement, même si on est bien conscient, et j'étais en Languedoc hier, j'entends un peu les mêmes choses aujourd'hui, que travailler en Nord-Pas-de-Calais ou en région parisienne, c'est pas la même chose que travailler en Languedoc-Roussillon ou en PACA. Donc effectivement, les caractéristiques sont différentes, mais on commence à travailler sur cet aspect-là. J'en profite du coup, puisque j'ai le micro, pour rappeler tout de même deux ou trois petits éléments. On est quand même dans un souci de cohérence nationale des exercices régionaux. Donc c'est important effectivement de comparer les méthodes et d'avoir un minimum de cohérence entre ces exercices régionaux. On doit aboutir un jour à une trame verte nationale, ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point, c'est que effectivement on travaille en fonction des connaissances disponibles, certes, mais c'est quand même une chance qu'on n'a pas eu jusqu'à présent de travailler avec la trame verte et bleue sur l'ensemble du territoire national et non pas sur des actions de protection réglementaire ponctuelles comme ça a été fait jusqu'à présent, dans un souci de prendre en compte à la fois la biodiversité ordinaire et la biodiversité rare et remarquable. Donc saisissons cette chance en lien et en transversalité avec les autres politiques. Cela dit, à vouloir tout diluer et tout faire dire au SRCE sur le territoire, ça pose question parce qu'on perdra en force. Vous avez ici une SRB qui permet d'aborder aussi d'autres enjeux de préservation de la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une complémentarité, et bon, on revient aux zones blanches, enfin, je ne connais pas parfaitement la région, mais je crois qu'il faut essayer de ne pas tout diluer dans tout parce qu'on va perdre en lisibilité et en expression au-delà du fait qu'il y a quand même des obligations minimales. J'entends bien les aspects de fonctionnalité sur l'ensemble du territoire et les enjeux de biodiversité sur l'ensemble du territoire. C'est un message évidemment qui est intéressant et évident, surtout sur des régions comme PACA et Languedoc-Roussillon, mais c'est vrai pour d'autres régions également. Mais il y a un certain nombre d'obligations qu'il va falloir quand même respecter. Il y a un moment donné, il faudra quand même identifier cette trame verte et bleue sous des formes évidemment adaptées aux caractéristiques du territoire, mais on ne va pas réinventer tout. Et vous avez la SRB qui peut aussi vous aider à compléter ces visions sur le territoire. Tout à fait, merci. C'est important de recadrer. Et effectivement, le SRCE est un des outils ou un des sous-items de la stratégie globale de la biodiversité, et notamment tout ce qui renvoie aux activités humaines, à la place des activités humaines. C'est un élément qui sera pris en compte dans la stratégie globale de la biodiversité et qui va venir compléter aussi le SRCE. Monsieur.
Oui, elle a un peu répondu à la question, vous avez un peu répondu à la question. C'est vrai que par rapport, quand on regarde au niveau national, on est à 75%, on trouve de la liste nationale au niveau de la biodiversité qu'on peut trouver dans nos deux départements, que ce soit dans les régions méditerranéennes. Aujourd'hui, et c'est vrai, si elle existe, c'est lié, si on la trouve, c'est que les méthodes qui ont été employées ne sont pas si mauvaises. Aujourd'hui, on veut chercher, aller peut-être pourquoi on laisse des zones blanches, mais essayons de faire petit à petit. Ne soyons pas boulimiques au départ de vouloir mettre quelque chose d'une barre trop haute. On essaye de faire, il faut progresser, rien n'interdit dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de revenir et de augmenter. Mais aujourd'hui, pourquoi vouloir essayer de vouloir encore un peu en mettre pour dire on fait mieux que les autres? À force de vouloir faire mieux que les autres, on fait des fois beaucoup plus mal. Merci. Oui. Juste pour compléter, dans Mireille Fronterie, juste pour compléter, pour dire que ces zones blanches, on les a identifiées sous le filtre de la problématique SRCE, mais elles s'affranchissent en rien d'autres procédures réglementaires. Et notamment, il y a effectivement, au titre du Code de l'environnement, des procédures dans ces zones-là. Donc aujourd'hui, il est fort probable, notamment en matière d'aménagement, que dès l'instant où on va être amené à réaliser, je pense en ce qui me concerne par exemple des infrastructures, on sera dans de l'inventaire et on va peut-être acquérir des données qui vont nous permettre de révéler un certain intérêt ou une potentialité en fait sur ces secteurs-là. Donc effectivement, c'est peut-être dans un second temps, mais une fois de plus, ces zones blanches ne sont pas des zones de non-droit, loin de là, il y a bien des procédures, il y a les lois sur l'eau, il y a d'autres procédures à ce titre. Pour répondre à David sur l'idée de faire des préconisations aussi par rapport aux aménageurs dans les aménagements, que ce soit infrastructure ou autre, je pense j'espère, en tout cas c'est le cas de la direction des routes des Bouches-du-Rhône, n'a pas attendu ce genre de proposition, puisqu'effectivement il y a déjà dans le cadre des aménagements des préconisations qui existent, très lourdes, en plus en lien et en partenariat avec nos collègues de la profession routière. Et aujourd'hui je pense que ces démarches-là, elles sont très en amont, peut-être pas assez connues, mais il y a vraiment une volonté d'intégrer ces problématiques de continuité écologique, d'ailleurs pas forcément toujours en transversalité, mais aussi en latéralité, c'est-à-dire le long de nos routes et pas forcément de part et d'autre des routes, là où ça peut poser peut-être plus de soucis. Donc c'est pour dire qu'il y a déjà ce cheminement-là, c'est une proposition qui existe. Ok, merci. Je pense qu'on a empiété sur le temps qui était destiné à Raphaël. Moi, je vais passer la main. Je vous remercie à tous d'avoir contribué à alimenter la réflexion par vos avis. Et je pense que l'équipe projet a largement de quoi réfléchir. Je ne dis pas revoir sa copie, hein, mais je dis ça a alimenté la réflexion. Et en tout cas, je pense que ça va considérablement enrichir tout le travail sur la SRCE. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu et d'être intervenus. Donc, rebonjour à tous. Moi, je voulais repréciser que c'était bien, remercier les organisateurs pour l'invitation et puis bien dire que j'étais présent là, bien humblement devant vous et que j'étais pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit. Hein, c'était juste des commentaires comme ceci, ici et là. L'autre élément, c'est de m'excuser aussi parce que j'ai pas l'esprit très clair vu que ma fille fait pas ses nuits et qu'on est passé au biberon et donc je paye lourdement l'hypothèse de l'allaitement. Mais ceci étant dit, moi je voulais terminer quand même sur cette histoire de matrice en fait. Alors, elle est partie Fabienne, donc c'est pas plus mal. Hein. Enfin, disons que du coup je la vois pas en face de moi, mais j'imagine que ça doit l'agacer d'avoir toujours ces questions-là qui sont ressassées, puisque ça. Mais en fait, c'est vraiment lié au fait que on n'a toujours pas réussi à clarifier et à rendre explicite le fait que le modèle tâche corridor matrice continue de nous envoyer le signal implicite que la matrice n'est pas considérée ou que ça donne le sein blanc pour faire ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et donc on n'est toujours pas parvenu, et peut-être qu'il nécessiterait, enfin qu'on aurait besoin de requalifier ce qu'on attend de la trame verte et bleue, ce qu'on attend de SRCE, de repartager la définition qui est attendue, même si ça a déjà été fait, de refaire et recommencer. Le courage, c'est ceux qui recommencent sans fin, hein. Mais de continuer, puisqu'en fait, j'ai l'impression que les confusions persistent et les complots, les soupçons de complot, la suspicion persiste. Et peut-être qu'une des manières de sortir par le haut là-dessus,
c'est d'essayer de bien inscrire. Alors, j'ai parlé de Rosenzweig, de l'écologie de la réconciliation, mais en fait, il me semble que les CRCE s'inscrivent très clairement dans la stratégie des 3 R, qui est de continuer de créer des réserves et de préserver les espaces qui sont en bonne santé, de les reconnecter via de la restauration écologique, et ça c'est peut-être plus la trame verte et bleue, et que la réconciliation avec les bonnes pratiques agricoles, l'éco-conditionnalité, et surtout un rapport à la nature reconsidéré dans l'espace de la matrice. Voilà, du coup, ça peut permettre peut-être contribuer à ces éléments-là, même si à ce stade de la journée, j'imagine qu'on se rapproche tous du système neuronal du poisson zèbre. Mais l'autre élément, je voulais m'adresser à nos collègues représentants du monde agricole. J'ai le sentiment qu'en fait, tout le monde a envie de continuer de regarder. Enfin, bon, évidemment, il y a l'effet Natura 2000 n'est pas loin, ce sentiment d'être dépossédé ou d'être disqualifié par tous ces zonages acronymes ou ces référentiels ou ces systèmes de valeurs qui vous sont pas familiers. Et donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie en fait, de continuer de regarder la trame verte et bleue ou les CRCE, un petit peu comme on regarde sa belle-mère, c'est-à-dire du plus loin possible. Mais il faut savoir que le monde change et que désormais, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, du coup, l'enjeu pour nous, c'est d'essayer de... Je m'interrogeais tout à l'heure ce qui faisait la cohérence d'une politique publique. Et en fait, finalement, c'est créer rien d'autre, que créer une espèce de rapport au monde qui serait partagé. Et là, on voit qu'il est largement partagé par le corps intermédiaire qui est présent dans cet hémicycle, mais qu'il ne l'est pas, à l'évidence, avec les acteurs directs. Et donc, il y a là encore tout le travail qui est nécessaire à accomplir sur le terrain si on veut réellement concrétiser ces perspectives-là. Alors, de manière complémentaire à ce qui a été dit, effectivement, il faut de la patience. C'était ce matin là où on avait des témoignages qui insistaient sur la persévérance, la patience. Mais je pense qu'il faut aussi de la lucidité et du discernement, et que tout ne peut pas être fait en 2 temps, 3 mouvements. Et une autre question, c'est comment on fait quand on est dans des situations de changement extrêmement rapides, comme on peut les rencontrer sur le bord de la Méditerranée, avec notamment des bouleversements démographiques. Et donc, l'autre point sur lequel moi je voulais conclure sur cet après-midi, c'était sur le sentiment d'incomplétude ou d'inachèvement qu'on peut avoir quand on participe à ce genre de dispositif. On a la chance encore d'être dans une situation où, a priori, la situation économique, malgré sa dégradation, où le système démocratique nous permet de mettre en discussion et en débat l'avenir des territoires et de l'aménagement du territoire. Et donc, il faut accepter l'idée que, par essence, ce genre de travaux où on demande de partager des points de vue sera toujours incomplet et toujours inachevé. On aura toujours cet arrière-goût à gérer, puisqu'en fait, sinon, l'alternative, elle est autoritaire. Et je pensais à la première question où on se mettait à un horizon de 2030. Peut-être que si on n'y est pas parvenu via ces méthodes-là d'ici 2030, peut-être qu'on se verra imposer réellement via des prises de décision autoritaires, puisqu'on n'aura plus le choix sur un certain nombre d'éléments de la transition écologique qui s'annonce à nous. Voilà, ça c'était les éléments qui m'avaient inspiré les questions. Alors je sais que le temps passe, que j'ai un train à prendre et que c'est vendredi et que je voulais vous parler de choses extrêmement faciles d'accès. Et donc du coup je vais essayer de voir comment je fais évoluer cette présentation longuement préparée, évidemment. Peut-être partager un certain nombre de constats avec vous. Le premier, c'était la banalité du clivage qui continue de transcender l'espace rural, le clivage entre le monde naturaliste, le monde technico-scientifique et puis celui des acteurs directs. Et je pense qu'on continue de sous-estimer les traumatismes. On s'assoit pas mal dessus. Alors, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas niveau, mais on alterne entre sublimation, identification à l'agresseur. Et dans la sous-estimation des traumatismes,
J'ai l'impression qu'en fait, on traîne pas mal de choses en héritage. Et en fait, c'est pas une belle demeure, c'est pas un bel édifice. On a beaucoup de choses qui dysfonctionnent. On les connaît assez bien. Alors, je vois qu'il y a encore des enjeux de connaissance. Tout le monde dit qu'il faut encore améliorer la connaissance, etc. Mais moi, évidemment, il faut continuer la connaissance incessamment. Mais peut-être qu'il y a un pas de côté à faire et que pour faire en sorte que l'héritage, ça ne devienne pas, je sais pas moi, une mauvaise maladie de peau ou une dermite chronique. L'idée, pour ça, c'est de ne pas sous-estimer